La question de l'engendrement des personnes trans devient un sujet d'actualité, à la fois dans l'univers médical, dans l'univers médiatique, mais aussi dans l'univers académique. Et elle y apparaît souvent comme une question controversée. Et donc, je vais l'aborder ici, cette question de l'engendrement des personnes trans, qui a de multiples aspects, par une petite entrée, celle des demandes d'autopréservation de sperme des femmes trans qui suscite actuellement la controverse en France. Alors, cette question et la question de l'engendrement des personnes trans m'intéresse parce que c'est un lieu assez intéressant pour comprendre comment l'engendrement des personnes trans est fait problème. Pas comment c'est un problème, mais comment c'est fait problème. Donc, quelques jalons de l'histoire récente de cette question en France. Des femmes trans qui prennent des traitements hormonaux et ou souhaitent réaliser une vaginoplastie ont récemment fait appel à des CECOS, donc les centres de procréation médicalement assistée, pour la préservation de leur sperme. Alors ces demandes, elles s'inscrivent dans un contexte international où depuis à peu près une décennie, la santé reproductive des personnes trans et notamment la préservation de leur fertilité avant traitement hormonal et opération est prise en considération. Il y a notamment la WPAS, c'est une association professionnelle internationale de la santé trans qui publie des standards de soins et qui, dans sa version de 2001, a un chapitre réservé à la santé reproductive des personnes trans et qui demande que les patients soient informés et qu'on mette en œuvre la conservation de leurs gamètes. Pour ce qui est du nombre de ces demandes d'autoconservation en France, les données sont très parcellaires. En 2014, l'Académie de médecine mentionnait une quinzaine de demandes faites auprès des CECOS au cours des dernières années. Il semble que les CECOS qui ont été sollicités ont refusé systématiquement les demandes d'autoconservation de sperme, si bien que les intéressés ont mobilisé diverses instances pour remédier à cette fin de non-recevoir. Donc, des courriers ont été envoyés au président de la Fédération française des CECOS, au ministère de la Santé, de la Justice, du droit des femmes, ainsi qu'aux défenseurs des droits. Des associations aussi se sont mobilisées pour soutenir le recours de ces femmes auprès des mêmes instances, envisageant le refus des CECOS en termes de discrimination. Cette interprétation se fonde sur l'article L214111 du Code de la santé publique qui stipule, je vous le lis, « Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. » Donc cette mobilisation a effectivement logiquement interpellé le défenseur des droits qui a répondu en proposant une saisine de différentes instances médicales. L'Agence médicale de biomédecine, le Conseil consultatif d'éthique, l'Académie de médecine, il m'en manque un, bon, il y en avait à peu près 4. L'Académie de médecine a été la première à répondre à la saisine du défenseur des droits. Elle a mis en place un comité ad hoc qui a discuté, auditionné de l'automne 2013 à janvier 2014 et qui a publié son rapport en mars 2014. L'Agence de biomédecine a aussi publié son avis en juin 2014. Il va dans le même sens que l'Académie de médecine, mais j'en parlerai pas ici parce que c'est un peu compliqué de parler des deux. Je reviendrai seulement sur le texte de l'Académie de médecine. Donc ce texte, dans ses conclusions, aborde 2 points. Le premier point, c'est le caractère médical de l'indication d'autoconservation. Est-ce qu'il faut ou pas conserver? Et le second concerne l'usage ultérieur des gamètes. Donc il aborde d'une certaine manière plus directement la question de l'engendrement, mais je ne la traiterai pas ici. On pourra le prolonger dans la discussion si vous voulez. Donc sur le premier point. Pour l'Académie de médecine, il n'y a pas d'indication médicale à procéder à une autoconservation de gamètes ou de tissus germinaux chez les personnes transsexuelles. Cette conclusion s'appuie sur 3 points. Le premier point, sur le caractère réversible de l'infertilité due au traitement hormonal. Si vous arrêtez le traitement hormonal, la spermatogénèse peut reprendre, donc
c'est pas irréversible. Deuxième point, le caractère volontaire de la stérilité chirurgicale. Les femmes veulent des vaginoplasties, c'est leur choix. Troisième point, l'existence d'autres possibilités de devenir parent via le recours à une insémination avec donneur. Ce qui m'a intéressé dans cette argumentation, c'est de saisir comment, justement, dans cette argumentation, au bout du compte, on fait des personnes trans ou on les traite d'une façon spécifique. En faisant entrer leur demande d'autoconservation dans le cadre d'une médecine de convenance, qui viserait donc le confort, le bien-être personnel et ne serait de ce fait pas médicalement justifié. Donc on peut reprendre les trois arguments. Le premier, c'est pas irréversible, cette stérilité. En fait, si on regarde la loi dit prise en charge médicale susceptible d'altérer la fertilité. Donc l'irréversibilité n'est pas une condition pour autoconserver. Et d'ailleurs, dans la pratique, effectivement, on fait de l'autopréservation, même si on pense qu'il peut y avoir des chances que la fertilité revienne. C'est le cas notamment dans les traitements pour le cancer. Deuxième argument, les femmes veulent une vaginoplastie. Alors cet argument s'appuie sur une dépathologisation implicite et un peu inattendue, à vrai dire, du transsexualisme. La transition elle-même est présentée comme une convenance plutôt que comme une option thérapeutique. Alors on peut tout à fait suivre cette voie, que beaucoup de personnes trans d'ailleurs suivent, qui définit à la fois l'hormonothérapie, la chirurgie génitale trans comme des choix personnels, des choix de vie. Mais cette caractérisation va à l'encontre de la conception et de la pratique médicale des équipes hospitalières françaises, qui étaient représentées à la commission de l'Académie de médecine. Dans ces services spécialisés, les prescriptions, les interventions chirurgicales proposées aux personnes trans ne sont pas réalisées parce que des consultants les demandent, mais parce qu'un diagnostic de transsexualisme a été posé et qu'elles constituent des indications thérapeutiques capables, dit-on, de soulager la souffrance des consultants. C'est aussi la conception qui est développée dans le rapport de la Haute Autorité de Santé de 2009. L'Académie de médecine prend une autre option, donc, quand elle s'intéresse à l'autoconservation du sperme. Le transsexualisme n'est plus ici une pathologie, mais un choix de vie. Ce renversement est en lui-même intéressant car il suggère que la caractérisation pathologique d'une situation n'est pas seulement une question de critères diagnostiques, ou en tout cas qu'elle n'est pas stable dans tous les univers médicaux. Alors on peut quand même creuser un peu plus, car au fond la vaginoplastie en elle-même n'est pas une intervention sur des organes malades. On serait donc bien ici toujours dans le domaine de la convenance. Pourtant, au regard à la fois du cadre législatif et de la pratique ordinaire des sécos, il semble que les frontières de la convenance soient plus inclusives ou plutôt plus floues qu'il n'y paraît au premier abord. La loi, d'abord, ne semble pas s'attacher à une définition aussi étroite des situations autorisant une conservation, puisque, selon elle, les personnes concernées sont celles dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité. Ce terme de prise en charge médicale n'induit pas un préalable pathologique, mais renvoie seulement à l'idée que l'infertilité doit nécessairement être l'effet d'un acte médical. Donc si vous voulez conserver vos gamètes, juste pour le plaisir, non. Mais si c'est après une prise en charge, oui. Si bien qu'on peut penser que, quels que soient les motifs de l'intervention, la préservation est possible dès qu'un risque concernant la fertilité est envisageable. Et la pratique habituelle des sécos semble aller dans ce sens, puisque l'une des indications d'autoconservation mentionnées sur le site de la Fédération concerne la vasectomie à visée contraceptive. Cet exemple de la vasectomie est intéressant pour notre propos parce qu'il est comparable dans ses effets à la vaginoplastie réalisée par les femmes trans, mais surtout parce qu'il permet de saisir la manière dont la question du choix est appréhendée dès lors qu'il s'agit de caractériser une démarche en termes de convenance. Dans un avis de la Fédération des sécos de janvier 2013 concernant la conservation des ovocytes pour convenance personnelle, sujet autre aussi très controversé, la question de la vasectomie est abordée à partir d'un exemple
qui sert à montrer qu'elle n'entre pas, quant à elle, dans le cadre des conservations de convenance. Je vous lis le texte parce qu'il est important. Certaines conservations de spermatozoïdes ont été réalisées avant vasectomie. L'indication de vasectomie étant le plus souvent posée chez un couple qui avait déjà eu des enfants, qui n'en désirait plus, et chez qui l'utilisation d'une contraception était contre-indiquée chez la femme. Les urologues pratiquant cette intervention souhaitaient atténuer son caractère irréversible en proposant systématiquement une autoconservation de sperme au cas où le couple changeait d'avis ultérieurement. Il est difficile dans ce cas de parler de conservation de convenance personnelle. Alors cet exemple, il amène à envisager la qualification de convenance ou de non-convenance comme une manière de concevoir le parcours d'une personne plutôt que comme une caractérisation qui serait d'emblée établie. L'homme mis en scène ici prend une série de décisions, celle de ne plus avoir d'enfants, celle d'opter pour une forme particulière de contraception, etc. Mais celles-ci sont toutes rapportées à l'impossibilité contraceptive de son épouse, qui devient fondamentale pour classer l'autoconservation comme n'étant pas une convenance. Au bout du compte, il ne choisit plus la vasectomie, il y semble uniquement poussé par l'incapacité de sa femme. En revanche, le rapport de l'Académie de médecine inscrit implicitement le souhait de vaginoplastie dans une lecture exactement inverse. Quels que soient les motifs qui poussent la personne à la réaliser, le mal-être, la souffrance par exemple, elle prend librement la décision de le faire. Son choix ultime prime sur les raisons qui l'ont motivée et apparaît ainsi comme étant de l'ordre de la pure convenance. Au fond, dans une situation comparable, celle d'une stérilité irréversible, due à une intervention médicale souhaitée, touchant des organes sains, on a donc deux lectures, ou plutôt deux acceptions de la prise en charge médicale et deux caractérisations de l'autoconservation. La vasectomie est conçue comme un problème de contraception traité médicalement, si bien que la préservation des gamètes est légitime. La vaginoplastie, en revanche, est pensée comme une demande de transformation médicalement satisfaite, si bien que la préservation peut ou doit être refusée. Alors on peut toujours penser qu'il y a de la volonté ou du souhait ici et pas là, ou bien le contraire. Mais ce qu'il est important de saisir ici, c'est que le curseur de la convenance est toujours moins assuré et surtout plus construit qu'il n'y paraît au premier abord. Enfin, le troisième argument, je le traiterai rapidement, on ne fait pas d'autoconservation parce qu'il y a des possibilités de don de gamètes. En fait, cet argument, il fragilise complètement l'édifice de l'autoconservation. Pourquoi autoconserver si effectivement il y a du don ? Donc j'ai pris ici ce texte, mais j'aurais pu en prendre d'autres, puisque ce qui m'intéressait, c'était de voir effectivement avec un petit exemple comment l'expérience trans de l'engendrement est pensée et traitée actuellement, et surtout comment elle est faite problème. Mais au-delà de cet exemple, où les personnes trans finalement sont rendues spécifiques, c'est-à-dire qu'en les rendant spécifiques, on peut au bout du compte dire que le fait de les exclure de certaines possibilités n'est pas de la discrimination. En fait, toute l'argumentation évidemment vise à ça. Donc on peut les traiter du coup légitimement à part. Mais je voudrais aussi prendre cet exemple pour que nous réfléchissions également à nos manières de faire. Et je voudrais prendre à titre d'exemple l'atelier trans de ce présent colloque. Alors, je ne voudrais pas qu'on y voit un procès d'intention, je voudrais plutôt qu'on y voit une occasion de réfléchir ensemble. Au fond, les personnes trans dans ce colloque sont les seules qui sont spécifiées en tant que telles, puisqu'un atelier leur a été spécifiquement dédié. Pourtant, les sujets qui sont abordés dans l'atelier sont travaillés dans d'autres ateliers. Le cancer, le VIH, la maternité, la fertilité, la normalisation des corps, la santé mentale, etc. Autrement dit, quand il s'agit d'évoquer le cancer et les trans, c'est trans qui est essentiel. Le VIH et les trans, c'est encore trans qui est essentiel, etc. Et
dire cela, c'est dire que la question trans est une question et un problème de santé en elle-même, au lieu de proposer une approche où il s'agirait de comprendre comment les personnes trans sont concernées par différentes questions de santé ordinaires ou non ordinaires. Et je pense que nous devons réfléchir de façon collective aux raisons qui nous amènent assez souvent à voir et à faire des personnes trans des personnes particulières dès que nous parlons de santé ou peut-être même dès que nous parlons de sujets généraux comme la parenté ou la famille, par exemple. Parce qu'il y a évidemment un problème épistémologique derrière ça, mais aussi parce que ce traitement a des effets sur la vie des gens, et notamment en matière de santé. Merci.